On se retrouve pour une nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces JT dès 19 h dont voici les principaux titres. Les députés de la République démocratique du Congo ont investi la nuit de mardi à mercredi le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, premier du second mandat du président Félix Tshisekedi. Au terme d'une plénière démarrée mardi à 13 h, le gouvernement a été investi mercredi à 1h55 par 397 députés sur les 405 députés présents dans la salle de congrès du Palais du Peuple. La triste nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre en mi-journée du mercredi 12 juin 2024. L'église La Compassion est endeuillée. Les fidèles se sont réveillés ce matin par la triste nouvelle du décès de la femme du pasteur Marcelo Tunasi. L'administration de la dite église a, à travers un communiqué, confirmé cette nouvelle. La journée mondiale contre le travail des enfants, mercredi 12 juin, vise à alerter sur un phénomène qui touche 160 millions d'enfants dans le monde. Minoritaire en Europe et en Amérique du Nord, elle reste particulièrement répandue en Afrique subsaharienne, où près d'un quart d'enfants travaillent. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le mardi 12 juin à la Cité de l'Union africaine le comité de gestion de l'intersyndicale de l'ONATRA. Il était question pour le chef de l'État de donner des directives à suivre afin que le contrat que signent l'ONATRA et ses partenaires soit gagnant-gagnant, qu'il protège l'emploi et profite aux Congolais. Viningali Junior pour le commentaire. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu mardi à la Cité de l'Union africaine le comité de gestion et l'intersyndicale de la société ONATRA SA venu lui faire part des préoccupations liées au fonctionnement de cette entreprise. Face à la presse, le directeur général de l'ONATRA, Martin Apanou, a affirmé avoir été reçu par le chef de l'État afin de parler de la modernisation des activités de l'ONATRA SA, notamment le port maritime et le chemin de fer. Nous avons été reçus par le président de la République au sujet de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment en ce qui concerne le port maritime et les chemins de fer. Nous et les partenaires sociaux, nous avons rencontré le chef d'État pour qu'il nous donne la directive et que nous apportions aussi notre contribution pour que ces contrats que nous allons avoir avec des partenaires soient des contrats gagnant-gagnant. Nous allons reprendre des discussions avec des partenaires pour éclaircir la situation. Tous les points d'ombre vont être éclaircis et pour qu'on puisse mettre en œuvre les projets de modernisation de nos ports et notre chemin de fer. Le chef de l'État a pris en compte le préalable à la fois socio et technique du bon syndical, mécontent du contrat que l'ONATRA a signé avec la firme MSC sans associer l'intersyndicale, s'est réjoui Armand Assassé, président de l'intersyndicale. Nous sommes très contents, nous venons d'être reçus par le président de la République parce que vous savez qu'il y a des sérieux problèmes à l'ONATRA par rapport au contrat entre la RDC et MSC, c'est-à-dire l'ONATRA et les partenaires MSC. C'est un contrat que l'intersyndical, les bas syndicales, nous n'étions pas associés ni de près ni de loin. Et nous sommes opposés par rapport à ces contrats. Et le président de la République vient de nous accorder une audience. Nous venons de discuter. Les préalables du bas syndical sont pris en compte par les chefs de l'État. Je crois que le DG l'a bien dit, les discussions sont en cours. Ici, la route à suivre est indiquée, les jalons posés. Sur le plan social, le président de la République nous a rassurés par rapport à notre demande sur les 4 mois, parce que vous savez que nous sommes en difficulté. l'ONATRA du point de vue recettes, parce que nous faisons face à une concurrence imposée par rapport au port privé et il y a baisse drastique des ressources financières. Le président de la République nous a rassurés et il a pris en compte que d'ici quelques jours, il va nous répondre favorable. Je demande à tous les travailleurs, par rapport aux promesses faites par les chefs de l'État, nous sommes derrière le président. À noter
que le redressement de l'ONATRA reste et demeure la préoccupation majeure de l'équipe dirigeante. Et du côté de la Chambre basse du Parlement, après plus de 11 heures de séance, le gouvernement conduit par la première ministre Judith Suminwa a été investi et adopté après un débat houleux. Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus légitimes du peuple. À partir de ce moment, les membres du gouvernement peuvent procéder à la remise et reprise avec l'équipe sortante et passer directement à l'action. Suivez. Judith Suminwa et son gouvernement ont été investis cette nuit après une session marathon au Palais du Peuple. La première ministre a présenté son équipe et son programme d'action devant des parlementaires. Après son discours, elle a répondu aux questions des députés. La session s'est terminée à 2 h du matin, heure de Kinshasa. Parmi les 405 députés présents, 397 ont voté en faveur de l'investiture. Devant les parlementaires, Judith Suminwa a placé l'emploi au cœur de l'action de son gouvernement avec pour ambition de créer 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. Le deuxième pilier de l'action gouvernementale est la sécurité. En plus de l'armée, le gouvernement veut mettre l'accent sur la police. Judith Suminwa a déclaré que les efforts de son gouvernement seront orientés vers le financement et l'opérationnalisation des actions et projets contenus dans la loi de programmation de la police. Cela inclut la construction d'une académie de haut niveau, la formation des nouveaux policiers et leur répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire national. Dans les secteurs de la justice, la mesure phare du gouvernement sera d'assurer une couverture optimale en termes d'implantation des cours et tribunaux. Par ailleurs, le gouvernement s'engage à réhabiliter et à entretenir 10 000 km de routes de dessertes agricoles par an. À noter que ce gouvernement de 54 membres est le fruit de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, à savoir l'Union sacrée de la nation, famille politique qui a accompagné Félix Tshisekedi lors des élections générales de décembre 2023. Parmi les 54 membres, il y a 30 nouvelles figures, 15 ministres du précédent gouvernement reconduits à leur poste et 9 autres ont été reconduits mais affectés dans d'autres portefeuilles. Et bien avant l'investiture du gouvernement, les abords du Palais du Peuple ont été envahis dès la matinée du mardi 11 juin 2024 par les militants des partis politiques. Plusieurs dizaines de ces militants des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation, des sympathisants et autres organisations non gouvernementales sont venus soutenir le gouvernement. Chants et cris de joie étaient au rendez-vous. Des banderoles portant des photos et noms des quelques membres ont été accrochés sur la clôture du Palais du Peuple. Regardez. Après plusieurs jours d'attente, le grand jour est finalement arrivé pour le gouvernement souminois. Une cérémonie que de centaines de personnes n'ont pas voulu rater. Ils se sentent mobilisés dans les périmètres du Palais du Peuple pour soutenir ceux qui ont été élevés au rang des ministres, habillés en t-shirt avec effigie de certains ministres, arborant des drapeaux et calicots de leurs partis politiques respectifs. Ces militants ont entonné des chants de son équipe. L'enceinte du Palais du Peuple a connu une ambiance inhabituelle ce mardi. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo qu'une femme soit nommée première ministre. Billy Tubajika dit quant à lui faire confiance au choix du président Félix Tshisekedi et espère que ce gouvernement va refléter le changement tant attendu. Nous souhaitons premièrement un bon service, un bon travail et nous comptons sur eux parce qu'ils peuvent apporter le changement par rapport au premier mandat. Nous croyons qu'avec ce nouveau gouvernement, il y aura de grandes surprises. Et premièrement, la jeunesse aussi va se retrouver vraiment dans leur ossature et dans leur bénéfice du pays, étant fils du pays. Christian Makengo, président de l'ASBEL et témoin de Fachi, salue l'investiture du gouvernement souminois, le tout premier gouvernement du second mandat de Félix Tshisekedi et attend des signaux forts face à d'énormes défis qui attendent l'actuel gouvernement. Le second mandat de notre leader, nous attendons encore beaucoup parce que le quinquennat qui vient de se passer, le président a réalisé pas mal de choses.
pour cette nouvelle année, ce nouveau quinquennat. Nous attendons beaucoup de choses. La suite de la gratuité de l'enseignement qui va encore attaquer les coins et les recoins. La suite de la gratuité de la maternité et des autres œuvres, la construction de beaucoup de routes à dessert agricole et des autres routes, des autoroutes que le chef de l'État va déjà lancer à très bientôt. Donc nous attendons beaucoup pour le nouveau mandat du chef de l'État. Il est à noter que le programme du gouvernement souminois est évalué à près de 93 milliards de dollars pour 5 ans, soit 18 milliards par an. Et comme vous le savez, le gouvernement souminois est déjà investi. L'heure est à présent au travail pour les nouveaux membres du dit gouvernement. Avec un programme chiffré à plus de 90 milliards de dollars, ce gouvernement devra répondre aux attentes de la population qui vit dans un contexte socio-économique précaire. Regardez. Après avoir présenté son programme à la Chambre basse du Parlement, Judith Souminois a répondu aux préoccupations des députés sur son programme chiffré à 98 milliards de dollars. Devant la représentation nationale, Judith Souminois a placé l'emploi au cœur de l'action de son gouvernement avec pour ambition de créer 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. En RDC, le chômage reste essentiellement un phénomène urbain touchant en majorité les jeunes de 15 à 24 ans, avec un taux estimé à 15,85% contre 9,37% pour les adultes, selon un rapport du Bureau international du travail. Pour ce qui est de la sécurité, le gouvernement veut mettre l'accent sur la police, à savoir le financement et l'exécution des actions et projets contenus dans la loi de programmation de la police. Avec l'insécurité qui bat son plein dans la ville-province de Kinshasa et la situation précaire dans l'est de la RDC, due à la guerre avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, les Congolais ne souhaitent que la mise en application du programme du gouvernement souminois. Gouvernement Oyakala, Nerebimaki, dans le gouvernement Sama, nous nous attendions à ce que nous les jeunes, étant donné que nous avons étudié, nous pensons que nous aurons des emplois avec les nouvelles compagnies. Mais jusqu'à présent, aucune réalisation. Pour ce nouveau gouvernement, nous voulons une amélioration, que les choses anciennes ne se reproduisent plus. Je suis gradué, j'ai fini à l'ISTA, mais aujourd'hui, je suis coopérant et je vends les ketchs. Je demande au nouveau gouvernement de réaliser ses promesses et de ne pas faire comme avant. En ce qui concerne la sécurité, le chef de l'État avait décrété l'état de siège à l'est du pays. Beaucoup de gens y meurent. Nous pensons qu'avec cette mesure, il y aurait amélioration. Mais jusque-là, la situation est précaire. Le gouvernement a promis d'instaurer la paix, qu'il tienne ses promesses. Après l'investiture, place à présent à la cérémonie des remises et reprises dans différents portefeuilles. Dans le chef des Congolais, les regards sont fixés dans ce gouvernement du dernier quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi. Autre chose à présent, à travers une correspondance rendue publique le 10 juin 2024, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Ntumba, a exprimé son mécontentement autour de la violation des textes régissant l'octroi des titres académiques et des symboles y afférents, prérogative qui revient à lui seul ou son délégué. Les détails de ces dossiers avec Ranta Luyela. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, a à travers une lettre fait une mise au point autour de l'acte posé par certains professeurs de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa qui ont fait des déplacements pour le bureau du docteur Vital Kamerhe, actuellement président de l'Assemblée nationale, pour lui remettre la touche. Dans cette mise au point, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe se montre contre cet acte qui est une violation de textes régissant l'octroi de titres académiques et des symboles y afférents. Cette cérémonie s'organise normalement au sein de l'université et seul le recteur détient ses prérogatives et habilité à remettre les symboles et insignes de l'université à tous les récipiendaires autorisés. Et cela ne revient nullement à la faculté d'organiser ces cérémonies et surtout en dehors de l'institution. Pour preuve, le président de la République, Félix Tshisekedi, à son temps, avait fait des déplacements pour l'université de Kinshasa afin
de recevoir Satosh Donoris Causa. Et une délégation des députés nationaux élus du Kasaï ont échangé le lundi 10 juin dernier avec le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics, Alexis Guizarro. Les échanges autour de l'évolution du pont Kaloubo qui s'est effondré dernièrement. Regardez. C'est une séance de travail axée sur les infrastructures routières dans la province du Kasaï. Les députés de cette province ont ensemble avec le ministre d'État en charge des ITP, Alexis Guizarro, passé en revue l'état des infrastructures routières et autres ouvrages estimant que la province du Kasaï est placée dans les oubliettes. Très attentif à leurs doléances, Alexis Guizarro a rassuré ses représentants du peuple du positionnement de la province du Kasaï dans les différents projets routiers du gouvernement congolais. La problématique des érosions et la quantité réservée aux ITP dans le budget de l'État ont aussi été examinées. Nous avons émis le vœu de voir le gouvernement de la République se préoccuper aussi des questions d'ordre d'infrastructure dans la province du Kasaï. Nous avons beaucoup insisté, l'espace Kasaï, c'est 5 provinces. Et la province de 5 provinces, l'espace Kasaï, et la province du Kasaï est une province à part entière. Souvent, l'opinion et même les autorités ont tendance à penser que l'espace Kasaï, c'est un seul coin. Nous avons aussi droit à la vie, nous avons aussi droit aux avantages de l'État congolais et c'est pourquoi nous avons passé ce moment important avec le ministre. Nous en sortons très heureux parce que le ministre a décidé de positionner la route allant de kilomètre 600, Idiofa, Ilebo, Mweka, Bedemba et Kananga dans le fond chinois. Et là, ça nous a beaucoup intéressé. Et également, la question des érosions a été abordée par le ministre. Certes, il y a un problème de financement qui se pose. Nous, en tant qu'autorité budgétaire, en tant que députés nationaux, nous sommes résolus à avoir un œil regardant sur la quotité réservée au ministère des Infrastructures. Au sujet du pont flottant, pont Luebo, qui s'était effondré dernièrement, ces élus sont rassurés des réponses du patron des ITP qui annonce pour bientôt la disponibilisation des fonds pour la réhabilitation de cet ouvrage. Le ministre a pris l'engagement, après dépôt du devis du pont qui sera présenté par les structures techniques, et de contacter le fonds pour que les fonds soient disponibilisés afin que dans les meilleurs délais que ce pont soit réhabilité. Cette délégation des députés nationaux du Kasaï a ému le vœu du gouvernement à travers le ministère des ITP dans l'accomplissement de ses missions, celle de développer le pays par les routes. Et le 12 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale contre le travail des enfants. Cette journée vise à alerter sur un phénomène qui touche 160 millions d'enfants dans le monde, minoritaires en Europe et en Amérique du Nord. Il reste particulièrement répandu en Afrique où près d'un quart des enfants travaillent. Suivez. Malgré les efforts significatifs qui ont été réalisés au fil du temps dans la réduction du travail des enfants, les tendances mondiales s'y sont inversées ces dernières années, mettant en lumière l'urgence d'accélérer les actions visant à son éradication une fois pour toutes et sous toutes ses formes. Mais ces dernières années, plusieurs facteurs ont plongé davantage des familles dans la pauvreté, poussant ainsi des enfants à travailler dans des conditions précaires au lieu de se retrouver à l'école. On peut citer la guerre, les conflits, les crises et la pandémie de VIH-Sida qui contraignent des millions d'enfants supplémentaires à travailler. Le pourcentage d'enfants qui travaillent est le plus élevé dans les pays à faible revenu comme la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que l'action contre les violations des droits des personnes vulnérables, ACVDP en sigle, a lancé un appel au gouvernement congolais dans un communiqué à mettre fin au travail des enfants en République démocratique du Congo. Chaque enfant a droit à la santé, à l'éducation et à la protection et chaque société a intérêt à élargir les opportunités des enfants dans la vie. Pourtant, dans le monde entier, des millions d'enfants se voient refuser une chance équitable. Et en religion à présent, l'église La Compassion en deuil, Blanche Tounassi, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi,
a été victime d'une crise cardiaque qui l'a emporté. Des messages fusent de partout pour présenter des condoléances au pasteur Marcelo Tounassi qui fait face à cette dure épreuve. Les évêques Dodo Kamba, Denis Lessi ou encore Albert Kankenza n'ont pas manqué de manifester leur compassion au pasteur Marcelo Tounassi. Regardez. La nouvelle est profondément triste. Plusieurs sources officielles confirment le décès de l'épouse du pasteur de l'église de la Compassion ce mercredi 12 juin 2024 suite à une crise cardiaque. Cette nouvelle est aussi rapportée dans un communiqué de son église. La communauté de l'église de la Compassion informe l'église Corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, maman Blanche Odia Kandolo Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi, survenue ce matin, peut-on lire dans ses communiqués de la communauté. Blanche Odia Kandolo, celle qui accompagne son homme dans son ministère, n'a pas survécu à une crise cardiaque qui l'a emporté brusquement, laissant l'église Corps du Christ avec une profonde tristesse. Servante et dévouée au service du Seigneur avec son mari, Blanche Kandolo Tounassi était l'un des piliers dans la fondation de l'église de la Compassion et de l'orphelinat portant le même nom pour intervenir auprès des plus démunis du pays. Mariée au pasteur Marcelo Tounassi, Blanche Kandolo Tounassi laisse derrière elle 4 enfants dont Oracle, Choukrani, Chifra et Tabiri. Les évêques tels que Dodo Kamba, Denis Lessi ou encore Albert Kankenza n'ont pas manqué de manifester leur compassion au pasteur Marcelo Tounassi. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Mondico Télévision présente ses sincères condoléances à la famille et aux fidèles de l'Église La Compassion. Dans le reste de l'actualité, le parti de l'ancien président Jacob Zuma cherche à suspendre la séance parlementaire pour contester les élections. Le troisième plus grand parti politique d'Afrique du Sud, dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, a déposé des documents juridiques demandant de suspendre la première séance du Parlement prévue pour ce vendredi afin d'élire le président du pays. Regardez. Le parti Mkoto Wesizwe de Zuma a déclaré qu'aucun des 650 nouveaux députés ne participera à la séance. Le parti a précédemment déposé des objections auprès de la commission électorale indépendante alléguant des irrégularités généralisées lors de l'élection nationale le mois dernier. Le MK a obtenu un peu plus de 14% de voix. Cependant, le parti, également connu sous le nom de MK, n'a pas publiquement présenté des preuves à l'appui des allégations, tandis que la commission a affirmé avoir examiné toutes les objections. Les défis juridiques demandent maintenant à la Cour constitutionnelle d'annuler la décision de la commission de déclarer les élections libres et équitables et ordonner au président de convoquer les nouvelles élections. L'élection a vu le parti au pouvoir, le Congrès national africain, perdre sa majorité au Parlement pour la première fois depuis qu'elle est arrivée au pouvoir il y a 3 décennies, à la fin de l'apartheid. Alors que l'ANC cherche à former un gouvernement d'unité nationale avec les divers partis d'opposition, l'issue de ces pourparlers déterminera qui le Parlement choisira comme président de l'Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa, rival de Zuma, cherche à être réélu pour un second mandat. Et terminons avec cette actualité sportive. Le 11 juin 2024 restera gravé dans l'histoire du Soudan du Sud avec l'inauguration du stade national de Djouba. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a atterri à Djouba pour l'inauguration du stade national de Djouba. À ses côtés, le président Salva Kiir et le président de la Fédération de football, Augustino Parek, ont célébré cet événement marquant. Diane Bonga nous fait le point. La FIFA a investi près de 7 millions de dollars, soit 5,49 millions de livres sterling, dans la construction de cette installation sportive moderne. Aujourd'hui, avec ce stade, nous envoyons un message d'espoir à tout le peuple du Soudan du Sud. Aujourd'hui, avec le football, nous unissons le monde.
Nous unissons le Soudan du Sud, l'Afrique. Tous ceux qui aiment notre jeu, tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui aiment la paix. Aujourd'hui, nous unissons tous ceux qui aiment l'unité. Et nous faisons cela ici, dans votre capitale, Djouba. En ce 11 juin 2024, je suis très heureux et très fier d'assister à ce jour et à un match historique. Je me joins à vous aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de notre première installation sportive moderne, le Stade national de Djouba. Cet événement est un grand pas dans l'histoire de notre pays. Et cela montre notre engagement à atteindre l'objectif d'une nation juste et prospère. Pour marquer l'occasion, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté au premier match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, jamais organisée au Soudan du Sud. Bien que le Bright Star ait subi une défaite de 3-0 face au Soudan, l'enthousiasme et la fierté des supporters locaux n'ont pas été entamés. La présence de la FIFA et l'organisation de ce match ont montré que le Soudan du Sud est désormais sur la carte mondiale du football. Gianni Infantino, quant à lui, a souligné l'importance de cet événement pour l'unité et la paix. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal avant de le clore complètement. Les députés de la République démocratique du Congo ont investi la nuit de mardi à mercredi le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, premier du second mandat du président Félix Tshisekedi. Au terme d'une plénière démarrée mardi à 13h, le gouvernement a été investi mercredi à 1h55 par 397 députés sur les 405 députés présents dans la salle de congrès du Palais du Peuple. La triste nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre en mi-journée du mercredi 12 juin 2024. L'église La Compassion est endeuillée. Les fidèles se sont réveillés ce matin par la triste nouvelle du décès de la femme du pasteur Marcelo Tunasi. L'administration de la dite église a, à travers un communiqué, confirmé cette nouvelle. La journée mondiale contre le travail des enfants, mercredi 12 juin, vise à alerter sur un phénomène qui touche 160 millions d'enfants dans le monde. Minoritaire en Europe et en Amérique du Nord, elle reste particulièrement répandue en Afrique subsaharienne, où près d'un quart d'enfants travaillent. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain, toujours à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes. Bonsoir chez vous.